Voilà, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Étienne Klein, qui est philosophe des sciences et physicien. Vous êtes ingénieur de Centrale Paris. Vous avez fait une thèse en physique théorique. Vous êtes directeur de recherche au CEA. Vous avez enseigné à l'école centrale pendant de nombreuses années la physique quantique, la physique des particules. Et je crois qu'actuellement, vous enseignez la philosophie des sciences. Toujours à Centrale. Vous êtes un conteur de la beauté de la démarche scientifique, avec des ouvrages et des conférences sur les paradoxes en physique, dont un ouvrage qui s'appelle Conversation avec le Sphinx. Vous avez également été particulièrement intéressé par le temps, avec une habilitation à diriger des recherches qui a donné lieu à deux ouvrages, Le facteur temps ne passe jamais deux fois, et puis ne sonne jamais deux fois, merci. Et les tactiques de Chronos. L'univers, la physique du XXe siècle et ses personnalités majeures vous intéressent particulièrement. Vous avez publié Il était 7 fois la Révolution, autant d'ouvrages que je recommande à nos élèves ici présents. Vous avez abondamment communiqué sur la découverte du boson de Higgs et le fait effectivement qu'a la capacité de la science à prédire des événements. En 2017, vous avez publié un ouvrage « Tout n'est pas relatif » autour de l'idée que la science, ce n'est pas une opinion. Et en 2020, dans un contexte de Covid et de pandémie, vous avez publié Le goût du vrai et Je ne suis pas médecin, mais qui est un ouvrage particulièrement intéressant. En 2021, vous avez publié 33 textes qui ont bousculé la physique, qui est le dernier ouvrage. Vous êtes donc un conteur hors pair, amoureux de la science et de la construction des savoirs. Donc je vous remercie chaleureusement, Étienne Klein, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Vous allez vous adresser à un public dans cet amphi qui sont des jeunes ingénieurs en formation. Télécom Physique Strasbourg a fêté ses 50 ans en 2020. Je crois que c'est la dernière école en France qui a le mot physique dans son nom. J'ai vérifié hier, Télécom Physique Strasbourg est la dernière école d'ingénieurs. Donc vous êtes un peu ici, chez vous, et je vous demande d'applaudir Étienne Klein. Bonjour, merci pour votre accueil et pour l'invitation et pour la présentation. Je suis ravi d'être ici, même si ce n'est pas tout à fait facile de vous rejoindre. J'ai eu quelques soucis de transport, mais je suis à l'heure grâce à des combinaisons de trains, de taxis et d'autres choses. Alors, je vais vous parler pendant 1 heure. Dans un premier temps, j'utiliserai le privilège que me donne mon âge pour essayer de comparer le type de discours que vous entendez, vous qui êtes tout jeune en formation d'ingénieur, au type de discours que j'entendais quand j'étais à votre place, enfin que ma génération entendait quand elle était à votre place sur des bancs d'amphithéâtre, ce qui nous permettra de commenter l'actualité et peut-être d'avoir une discussion ensemble, parce que votre point de vue m'intéresse, j'imagine qu'il ressemble un peu au point de vue des élèves que j'ai à l'école centrale, enfin Centrale Supélec on dit maintenant, mais ça m'intéresserait d'avoir un temps d'échange avec vous pour voir si l'analyse que je fais est conforme à celle que vous avez vous-même. Et ensuite, je vous raconterai une histoire d'ingénieur pour vous montrer comment, parfois, une idée assez simple, que n'importe qui peut avoir, mais que tout le monde n'a pas, peut avoir des conséquences incroyables. Et c'est une idée qui est née en 1907 dans un bureau intellectuel un bureau fédéral, de la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle un bureau des brevets aujourd'hui. L'ingénieur en question, il s'appelait Albert Einstein. Donc, c'était un ingénieur particulier, disons. Alors, je commence par le premier point que j'évoquais. Il se trouve que, et je l'ai vérifié auprès de camarades de promotion, quand on était sur les bancs d'une école d'ingénieurs dans les années 80, on entendait parler par nos professeurs d'invention, de découverte, de brevets, d'applications, de progrès, mais jamais d'innovation. Pourquoi ? Parce que le mot d'innovation n'était pas utilisé dans la langue française de l'époque. Et aujourd'hui, j'imagine que vous entendez beaucoup parler d'innovation.
Et on pourrait se dire qu'il s'agit là d'un simple remplacement. On a remplacé le mot progrès par le mot innovation. On va considérer que c'est ces deux mots quasiment synonymes. Et donc il s'agirait, en l'occurrence, d'une permutation et d'une modernisation de la notion de progrès sous un vocable nouveau qui est l'innovation. Donc on pourrait dire rien n'a changé, on a simplement utilisé un autre mot pour dire la même chose. En fait, quand on regarde plus attentivement les choses, on s'aperçoit que ça n'est pas vrai. Je veux dire par là que la rhétorique dans laquelle aujourd'hui on insère l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et ça vous concerne, pour des raisons qu'on discutera tout à l'heure. Alors, je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire, mais il se trouve qu'avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Bontemps, on a passé un peu de temps à regarder l'histoire du mot innovation, dans quel type de discours il a été inséré, et on a comparé nos conclusions à celles qu'on pouvait tirer de l'examen de l'histoire du mot progrès et de ses différentes déclinaisons. Je vais vous donner quelques indications historiques sans avoir le temps de vraiment développer. C'est juste pour vous démontrer que ce que je dis là n'est pas complètement arbitraire. Le mot innovation, en bas latin, innovatio, est un mot qui apparaît au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique. Ce qu'on appelle une innovatio, à l'époque, c'est ce qu'il faut changer dans un contrat déjà signé pour que le contrat demeure valide compte tenu d'une modification qui s'est passée quelque part. Donc c'est ce qu'en français moderne on appelle un avenant. Un avenant à un contrat, c'est une nouvelle clause qui permet au contrat de demeurer valide bien que quelque chose ait changé dans sa périphérie. Donc en gros, l'innovatio, c'est ce qu'il faut ajouter au contrat pour que le contrat ne change pas. Donc l'innovation est associée à un principe de conservation. Un peu plus tard, le mot circule dans d'autres disciplines, notamment en politique. Si vous lisez le livre de Machiavel qui s'appelle Le Prince, vous verrez que Machiavel conseille au prince, lorsqu'il a le pouvoir, de ne pas innover politiquement, sauf si son pouvoir est menacé. Donc là encore, l'innovation est associée à un principe de conservation. Il s'agit de conserver le pouvoir. Le mot circule et se retrouve pour la première fois associé à la technique, on dirait aujourd'hui à la technologie, dans un livre d'un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, qui est le philosophe auquel Kant a dédié la critique de la raison pure. Donc c'est pas n'importe qui. Il écrit en 1625 un livre qui s'intitule « Essais et conseils civils et moraux ». Et dans ce livre, qui a été traduit en français chez Vrin, l'éditeur Vrin, il y a un chapitre intitulé « L'innovation ». Et si vous lisez ce chapitre, sans savoir qui l'a écrit, ni quand il a été écrit, vous pourriez penser que c'est un texte récent. Vous pourriez imaginer qu'il a été écrit par Jacques Attali ou Alain Minc. Bref, c'est un texte de la semaine dernière. Alors pourquoi est-ce que vous avez cette impression ? Vous auriez cette impression tout simplement parce que nous parlons de l'innovation comme Francis Bacon. Francis Bacon, j'ai donné la date 1625. Donc bien avant ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Et si on parle de l'innovation comme on en parlait avant les Lumières, c'est quand même mauvais signe. Qu'est-ce que dit Francis Bacon ? Il dit que le temps qui passe est corrupteur. Le temps qui passe dégrade les situations. En les dégradant, évidemment, il les aggrave. Les forces du bien étaient maximales au début, l'âge d'or. Les forces du mal sont continues, donc elles corrodent le monde. Et si on ne fait rien, c'est le mal qui l'emporte à terme. Comment empêcher que le mal l'emporte ? Répond Bacon, par l'innovation. Il parle de l'innovation technique, en précisant qu'elle ne doit pas être trop rapide, parce que si elle est trop rapide, elle apparaît aux populations comme une étrangère. Elle est donc refusée. Elle ne doit pas non plus apparaître trop lentement,
parce que dans ce cas, les dégâts produits par le temps qui passe deviennent irréparables. Et donc Bacon dit il faut innover au rythme du temps. Et il faut innover pour maintenir le monde. Et là encore, il s'agit d'un principe de conservation, pas d'un principe révolutionnaire qui viserait à faire advenir un nouveau monde que nous désirerions à l'avance et que l'innovation permettrait d'atteindre. Et donc, vous voyez, le discours, je ne parle pas de l'innovation elle-même, pour laquelle j'ai évidemment le plus grand amour, je parle de la rhétorique. Notre rhétorique à propos de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur. Une démonstration, si vous en souhaitez une, vous lisez le rapport de l'Union européenne de 2010, qui a voulu faire de l'Union européenne l'union dite de l'innovation, en remplacement du traité de Lisbonne, qui lui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance. On est passé de la société de la connaissance à l'union de l'innovation, ce qui est très bien. Et si vous lisez ce rapport qui fait 50 pages, dans lequel d'ailleurs le mot innovation est cité 307 fois, sans être jamais défini. La première page, que je connais presque par cœur, dit « L'Europe a compris qu'elle est devant des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. » On dirait un plagiat. Alors, qu'est-ce que c'est que les défis en question? Raréfaction des ressources, changement climatique, vieillissement de la population, etc. Et l'Europe a compris, il y a aussi la compétitivité des entreprises, d'ailleurs, qui est dans la liste, et l'Europe a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. Francis Bacon. D'accord? Autrement dit, c'est l'état critique du présent, tel qu'on le constate, qui justifie l'innovation. Et non pas une certaine idée du futur qu'on aurait configurée à l'avance et que l'innovation permettra d'atteindre. Et c'est en cela qu'il y a rupture avec l'idée de progrès. Parce que l'idée de progrès, on ne va pas raconter toute l'histoire qui est passionnante et trop longue, mais l'idée de progrès s'appuie explicitement sur l'idée d'un temps qui passe qui est constructeur, qui est complice de notre liberté et qui est complice de notre volonté. Finalement, croire au progrès, c'est fabriquer une idée du futur qui est à la fois crédible et attractive. Crédible parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser à un autre monde qui serait inaccessible. Il s'agit de penser à un monde dont on pense qu'il est accessible, notamment par la science. Et attractif parce que le progrès n'étant pas automatique, il faut travailler à le faire advenir. Il faut se sacrifier. D'ailleurs, Emmanuel Kant, dans son petit livre qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?», dit « Croire au progrès, ou plutôt l'idée de progrès, est une idée doublement consolante et sacrificielle. » Elle est doublement consolante parce que d'une part, elle nous console des malheurs du présent et nous permet d'espérer que nos enfants vivront mieux que nous. Et elle est également consolante, dit Kant, parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Vous allez devoir travailler, mais vous ne travaillez pas pour rien, puisque vous travaillez afin de faire advenir ce monde configuré à l'avance, etc. Pour le dire en une phrase, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier son présent personnel pour un futur collectif. Ce qui veut dire que l'idée de futur collectif doit être préalablement dessinée. Ce qui suppose donc une philosophie de l'histoire, que nous n'avons plus. Et c'est pour cela, et pour d'autres raisons, que le mot progrès, qui était très couramment utilisé quand j'étais jeune, il y a fort longtemps, n'est plus utilisé. Incroyable. Le mot progrès, dont je vous rappelle qu'il a été structurant de la modernité, il a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule. Il a perdu sa majuscule, donc sa transcendantalité, on pourrait dire, après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis avec un copain qui s'appelle Gérald Bronner, avec un logiciel, on a regardé
dans les discours publics l'occurrence des mots, notamment innovation et progrès. Et ce qu'on a vu, on a mesuré même, c'est des choses qu'on peut entendre à l'oreille, à savoir que le mot progrès a commencé de décliner à la fin des années 1980. Le mot innovation qui avait été abandonné réapparaît. Le croisement du progrès qui descend et l'innovation qui monte en France, c'est vrai dans d'autres pays, mais à des dates différentes, se fait en 2003. Et le mot progrès a complètement disparu des discours publics entre 2007 et 2012. Il y a une façon d'ailleurs très simple de le voir, c'est de lire les discours, c'est un peu pesant, hein, de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2007. Tous, de l'extrême droite à l'extrême gauche, utilisent le mot progrès. D'une façon différente, à une fréquence qui n'est pas la même pour tous, mais ils le revendiquent. En 2012, plus aucun. Et donc il faut comprendre comment un tel mot, qui a donné sens aux actions, notamment des ingénieurs, pendant des siècles, a-t-il pu être liquidé ? Évidemment, les philosophes des Lumières, Condorcet, d'Alembert, si vous les lisez aujourd'hui, vous constatez qu'ils étaient d'une naïveté incroyable. Par exemple, ils pensaient que, lisez Condorcet, il y aurait un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Un progrès scientifique engendre un progrès technique, qui engendre un progrès matériel, qui engendre un progrès moral, qui engendre un progrès politique. Donc à la fin, c'est la démocratie. Lisez d'Alembert dans l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot. Il y a un article absolument génial qui s'intitule Géomètre. Géomètre, c'est l'ancien mot pour dire mathématicien. Et à la fin de cet article, d'Alembert, qui est plein d'espoir, dit « Prenez une nation tyrannique, formez-y quelques géomètres, quelque temps plus tard, le peuple se sera libéré de son joug. » D'Alembert n'a pas visité la Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres. D'accord ? Ça ne marche pas comme ça. C'est naïf. Mais, et ça c'était une réflexion pour vous, à qui donc je la livre, c'est plutôt que d'abandonner le progrès, pourquoi on n'appliquerait pas au progrès l'idée même de progrès ? C'est-à-dire, plutôt que de liquider le mot, pourquoi on ne ferait pas l'effort de faire progresser l'idée de progrès ? C'est-à-dire de l'extirper des discours naïfs qu'ont eu à son sujet les philosophes des Lumières. En faisant un bilan, on regarde l'histoire, comment elle s'est passée, et puis on voit où ils se sont trompés, et puis on voit aussi les endroits où on est allé beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient espéré. D'ailleurs, vous pouvez faire une expérience de pensée. Imaginez que vous mettiez dans une capsule temporelle Condorcet, d'Alembert, Diderot, Spencer, David Hume, pas que des Français quand même, et vous les faites venir en 2021. Vous leur montrez le monde actuel. Et vous essayez d'imaginer leur réaction dans telle ou telle situation. Vous ne leur montrez pas tout d'un coup, parce qu'ils vont devenir fous, ils vont rien comprendre, ils vont avoir l'impression d'être sur une autre planète. Donc vous sectorisez, vous faites un voyage organisé. Par exemple, vous les emmenez dans une classe de terminale. Aujourd'hui, suivre un cours de mathématiques. Descartes, Condorcet en mathématiques ne sont pas mauvais, hein, mais ils ne vont rien comprendre au cours. Une matrice, calcul différentiel. Ok ? Donc ils vont comprendre que les jeunes gens d'aujourd'hui, à 17 ou 18 ans, apprennent des mathématiques qu'eux-mêmes ne connaissent pas et découvrent que l'école est obligatoire. C'est aller au-delà de ce qu'ils avaient espéré. Ils ne l'avaient même pas imaginé. Je ne suis pas en train de dire que les élèves de terminale sont meilleurs en maths que Descartes et Condorcet. Je crois qu'ils sont faux de beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes choses. Voilà. Ensuite, par exemple, vous les amenez au CERN, à Genève. Ils ne vont rien comprendre.
Mais vous leur expliquez, par exemple, que le boson de Higgs qu'on a découvert en 2012 change la façon de comprendre ce qu'est la masse d'une particule. Le concept de masse se désolidarise de l'idée de matière. Et donc, ils vont comprendre que des découvertes faites par des physiciens changent la façon philosophique de répondre à des questions philosophiques. Ils vont être scotchés. Ensuite, autre exemple, vous leur expliquez qu'au XIXe siècle, on a découvert une nouvelle interaction qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, l'interaction électromagnétique, et que quelques décennies plus tard, des ingénieurs ont réussi à faire des boîtes parallélépipédiques qui permettent d'avoir le son et l'image à domicile, ce qu'on appelle la télévision. Il faut plutôt leur dire ça d'ailleurs avant qu'ils aillent voir le CERN. Et ils vont dire c'est incroyable ça. L'image et le son dans les foyers. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous rediffusez en direct les cours du Collège de France? Et là, vous les mettez devant une télévision un samedi soir, devant une chaîne privée, en leur interdisant de quitter le canapé pendant les pubs. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fichu, quoi? C'est quoi ce délire? C'est ce qu'on appelle une allotélie. Allotélie, c'est-à-dire que le but visé, le but qu'il visait, n'est pas du tout le but qui a été atteint. Et donc voilà, vous imaginez les expériences comme ça, et puis vous essayez d'imaginer leur réaction, et ça permet de jeter un regard critique sur l'histoire. Et en même temps, ça permet de rénover l'idée de progrès, en voyant en quoi elle a été au-delà des espérances qu'elle portait, et en quoi elle était parfois en retrait. Par exemple, c'est très difficile d'expliquer à un philosophe des Lumières qu'on peut aller sur la Lune, et qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Et alors pour eux, ça fait un clash, une dissonance cognitive absolument impossible. D'accord ? Ils ne comprendraient pas qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue en 2021, sachant qu'on va sur la Lune. D'accord ? Donc voilà, c'est ce genre de truc qui note, à mon avis, la plus grande différence entre votre génération et la mienne. Et ça a des conséquences, puisque l'idée de progrès, quand elle est active, permet qu'on ne s'interroge pas trop sur les technologies. La science permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. On les fait parce que, finalement, la science est le bras armé, ou plutôt le moteur de l'idée de progrès. C'est la science qui permet d'avancer. C'est en tout cas comme ça que les philosophes des Lumières concevaient la chose. Et donc la science ouvre le champ des possibles. Et croire au progrès, c'est accepter d'examiner ce champ et même de le coloniser en faisant à peu près tout ce que la science permet de faire. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est plus exactement comme cela que ça se passe, parce que précisément l'idée de progrès a été abandonnée, de sorte que toutes les innovations ou toutes les possibilités que la science nous donne sont interrogées pour elles-mêmes, et non pas à l'aune d'un horizon qu'elles permettraient d'atteindre. Et donc il faut les discuter. Il faut les discuter parce qu'une société moderne, démocratique, doit pouvoir délibérer à propos du type de compagnonnage qu'elle veut faire avec les nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, c'est la 5G, le nucléaire, les OGM, le vaccin, dans une certaine mesure. Et on devrait pouvoir débattre de ces choses, puisque précisément, la science n'est plus enchâssée dans l'idée de progrès. Et donc, il y a un questionnement, notamment des problèmes éthiques qui sont posés, des problèmes politiques. Et ce que je remarque en tant que citoyen, c'est que ça ne marche pas du tout. Je veux dire que, prenez la 5G, qui a été débattue dans la presse il y a quelques mois. Moi, je me suis amusé à regarder les tribunes écrites dans les journaux, à propos de la 5G. Figaro, Libération, Le Monde, dont, vous le savez, certaines pages sont réservées pour que différentes personnalités s'expriment sur un sujet d'actualité. Eh bien, je n'ai pas vu une seule tribune d'ingénieurs. Il y a 800 000 ingénieurs en France.
Eh bien, sur les sujets technologiques, on ne les entend pas. Ceux qui interviennent sont des gens qui ont des idées très arrêtées, pour ou contre, mais qui ne connaissent pas bien les sujets. C'est-à-dire qu'on observe une décorrélation complète entre la compétence et la militance. Quand je parle de militance, c'est pour ou contre, hein, je ne fais pas de distinction. Mais vous observez bien autour de vous que le fait d'être militant, j'entends par militant le fait d'avoir une opinion tranchée sur un sujet, dédouane de l'obligation de s'informer sur la réalité objective et matérielle de la chose à propos de laquelle on a un avis tranché. Prenez parmi vos amis ceux qui sont pro-nucléaires, peut-être qu'il y en a, et qui ne sont pas scientifiques. Demandez-leur, les amis, pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales? Pourquoi on ne met pas du tantane ou de l'aluminium? Prenez maintenant vos amis qui sont anti-nucléaires. Demandez-leur pourquoi on met de l'uranium dans les centrales et pas du titane ou du silicium. Prenez vos amis qui sont pro-5G. Demandez-leur, c'est quoi la 5G? Et d'ailleurs, c'est quoi la 4G? Comment ça marche? C'est quoi le truc? Maintenant, prenez des gens qui sont contre la 5G, demandez-leur, c'est quoi la 5G? Et vous voyez bien que le débat est porté par des gens qui ont des avis tranchés, mais qui ne sont pas forcément compétents. Et donc, moi je sais bien que les ingénieurs s'expriment beaucoup. Ils écrivent des rapports dans leur entreprise, dans leur laboratoire de recherche, dans les organismes auxquels ils appartiennent. Ils pensent ce qu'ils font. Mais ils ne participent pas au débat public. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut, pour vous, pour votre génération, prendre à bras-le-corps, parce qu'on ne peut pas débattre sereinement d'un sujet technologique sans que la compétence ait un rôle et une place dans le débat. Voilà. Non mais faites pas ces têtes-là, c'est pas grave ce que je dis, c'est au contraire quelque chose qui vise à vous mobiliser, pas tout de suite. Attendez quand même d'avoir des compétences. Mais quand vous les aurez, eh bien, vous devrez dire publiquement ce que vous pensez de ce que vous savez et ce que vous pensez de ce que vous faites. Moi, j'ai tas d'amis ingénieurs, physiciens ou autres, qui se lamentent. Quand ils entendent des bêtises dites à la télévision, ils sont sur leur canapé et ils s'indignent. Ah, c'est nul, c'est des conneries, etc. Mais l'indignation, c'est pas du tout une attitude responsable. Soit on s'indigne vraiment et on agit, soit on n'a pas l'intention d'agir et on n'a pas le droit de s'indigner. D'accord ? Et donc, quand on voit que ça ne va pas, soit on y va, soit on se tait. Mais la lamentation, la critique passive, c'est juste une façon de se donner bonne conscience, intellectuellement, sans prendre le risque d'agir. Parce qu'évidemment, si vous exprimez publiquement, et je suis un peu bien placé pour le savoir, vous allez prendre des coups. Mais il faut les prendre, ça fait partie du truc. Un débat, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il ne suffit pas d'écrire un rapport disant ce qu'il faut penser de telle ou telle technologie, il faut le défendre. Il faut le présenter, le faire vivre. Bon. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les technologies vont être jugées uniquement à partir de ce qu'est un philosophe des sciences, plutôt un philosophe des techniques. Vous savez, dans les années 70, il y a un seul philosophe en France qui s'est intéressé à la technologie. Tous les autres, dont je ne vais pas citer les noms, s'intéressaient à la politique, comme si la science et la technologie n'existaient pas. Je donne un exemple, il n'y a pas une seule ligne de Sartre sur la science et la technique. Comme si ça n'avait pas d'incidence dans la vie des gens. Or, vous-même, vous savez que certaines choses que font les ingénieurs ont beaucoup plus d'incidence sur la vie des gens que beaucoup de lois qui sont votées au Parlement. Moi, j'étais au CERN quand quelques ingénieurs ont inventé le web.
le www. Je me souviens de la première démonstration du web dans un amphi comme celui-ci. On a pu voir sur l'écran le catalogue de la bibliothèque de New Delhi. On cliquait et puis on voyait la liste des ouvrages, on était éberlués. Mais à l'époque, le www a été inventé uniquement pour qu'on puisse transmettre les données du collisionneur d'électrons qu'on avait à tous les laboratoires du monde. C'était un moyen de transmettre des données sans que cela dépende du système informatique local qui les recevait. Et les ingénieurs qui ont fait cela le faisaient pour ça. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas prévoir ce que nous avons fait par la suite du web. D'accord ? Ça rappelle une phrase de Paul Valéry, d'ailleurs, qui disait « Les hommes savent en général ce qu'ils font, mais ils ne savent jamais ce que fait ce qu'ils font. » Quand vous inventez quelque chose, vous savez ce que vous faites. Mais vous ne savez pas dire ce que va faire ce que vous avez fait. Bon. Et donc, ça, pour l'ingénieur qui fait des choses, ça oblige à une forme de réflexion. Et par exemple, aujourd'hui, on le sait par les sondages, tout le monde a un avis sur les technologies. Quand vous interrogez le public français sur les nanosciences, les nanotechnologies, ou bien les OGM, ou le nucléaire, tout le monde a un avis. Le nombre de gens qui disent « je ne sais pas », en réponse à des questions portant sur ces technologies, est à peu près toujours le même, c'est 12%. Il y a 12% des gens qui n'ont pas d'avis. Tous les autres ont un avis. Même s'ils ne savent pas dire ce sur quoi porte leur avis. Ça pose quand même un problème de cohérence. Ça veut dire que nous jugeons des technologies à partir de ce que ce philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, philosophe de la technique, appelait leur halo symbolique. C'est-à-dire que les technologies ont une connotation par le fait qu'elles sont insérées dans des récits qui déterminent le jugement que nous portons sur elles. Bon, je ne vais pas vous parler du halo symbolique du nucléaire, accident, la bombe, un halo qui est complètement déterminé par le passé du nucléaire. Le passé du nucléaire a complètement déterminé le halo auquel on l'associe. Et même si dans les cartons des ingénieurs, il y a des réacteurs de nouvelle génération, on en parle un peu dans la presse ces jours-ci, ce qu'on appelle des SMR, des réacteurs de petite puissance, dont le halo symbolique pourrait être très différent de l'ancien, mais comme personne ne sait ce que c'est, que personne n'en parle, il n'y a même pas de halo symbolique. Mais quand vous dites, par exemple, quand vous entendez le maire d'une grande ville dire « avec la 5G, on pourra regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur », ben, il crée un certain halo symbolique. Quand quelqu'un d'autre va dire « avec la 5G, on pourra opérer des malades à distance », il crée un autre halo symbolique. Et chacun d'entre nous va pouvoir déterminer son jugement à partir de la mise en concurrence de ces halos, sans que jamais la connaissance objective de ce dont on parle ne soit augmentée. D'accord ? Et donc voilà, c'est ça mon message. C'est, il me semble que dans les débats, les ingénieurs doivent apprendre à s'investir. Pas y passer leur temps, mais de temps en temps, dire ce qu'on sait, dire ce que c'est, et dire ce qu'il faut penser de ce qu'on sait et de ce qu'on fait. Sinon, la nature médiatique ayant horreur du vide, eh bien c'est d'autres que vous qui parleront et qui détermineront la forme que prendront ces halos symboliques. Donc vous avez, à mon avis, une responsabilité, non pas du tout écrasante, mais excitante, que n'avait pas ma génération. Nous, on était assez tranquilles. On bossait pour le bien de l'humanité. Voilà le premier point. Et maintenant, j'en viens à l'histoire pour vous montrer que voilà, il y a ce qu'on pourrait appeler un érotisme des problèmes. C'est-à-dire que parfois, quand on est pris par une question, on se pose une question, et si on la prend au sérieux, et si on la lâche jamais, si on voit quelles sont ses conséquences, comment il faut éventuellement la remanier, quelles sont ses implications, ça peut conduire à des révolutions absolument incroyables. Et c'est ça que j'appelle l'érotisme des problèmes, c'est le fait d'être excité
par une question qui vient coloniser l'attention, parfois pendant très longtemps, et qui est tout le contraire de la curiosité, qui elle est très dispersive, on est curieux, on change constamment de sujet, mais c'est plutôt la détermination que je veux mettre en avant pour montrer en quoi elle peut être féconde. Voilà. Les idées ne sont pas des choses qui fluctuent comme ça dans l'esprit, il faut leur donner une cohérence et insister quand elles se présentent d'une façon qui est porteuse éventuellement de conséquences importantes. Donc j'ai cité l'ingénieur que je vais prendre en exemple, c'est Einstein. Einstein, vous savez, il est né en 1879. Il a étudié dans un premier temps au lycée de Munich, où la discipline était quasiment militaire, comme dans tous les lycées en Allemagne à cette époque-là. Donc il a fait une dépression nerveuse, puisque à l'âge de 15 ans, la discipline militaire, c'est pas un truc dont Einstein a vraiment raffolé. Donc il a démissionné de son lycée, en jurant de ne plus jamais remettre les pieds dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre. Il a rejoint ses parents, qui s'étaient installés à Milan, pour fonder une petite usine électrique, après qu'ils aient fait faillite en Allemagne. Et donc pendant un an, Einstein a été déscolarisé. Et il a fini par apprendre qu'il existait une école très libérale pour ce qui est de ses méthodes pédagogiques en Suisse, dans un village qui s'appelle Aarau, et il a appris qu'il pouvait aller là passer son bac. D'ailleurs, à cause de ça, c'est une parenthèse, qu'on raconte dans les mauvais livres qu'Einstein était mauvais en maths. Pour une raison toute bête, c'est qu'en Allemagne, on note de 1 à 6. 1, c'est la bonne note, 6, c'est la mauvaise note, et en Suisse, c'est l'inverse. Donc quand les Allemands ont vu le bulletin de notes suisse d'Einstein, ils ont dit il est nul en maths. En fait, non, il était très fort en maths. La suite, d'ailleurs, va le montrer. Donc, il apprend qu'il peut aller en Suisse. Et pendant cette année où il n'est pas scolarisé, il réfléchit, il lit beaucoup, il lit Maxwell, il lit Hertz, il devient très fort en électromagnétisme, discipline qui n'était pas vraiment enseignée à l'époque. Donc il lisait les textes des fondateurs de l'électromagnétisme. Et il écrit une lettre à l'un de ses oncles, à son oncle maternel, dans laquelle il explique quelles sont les questions qui vont l'intéresser tout au long de sa vie, quelle que soit son activité professionnelle. Et ce ne sont que des questions qui sont relatives à la lumière. Et parmi la liste de questions qu'il cite dans cette lettre, qu'on peut lire à Berne, il y a un musée Einstein où il y a des manuscrits qui sont rassemblés là. Et parmi ces questions, il y a celle-ci. Qu'est-ce qui se passerait si de la lumière émettait de la lumière ? Un jour, vous aurez des enfants, peut-être, enfin sûrement. Et si un soir, votre fils ou votre fille vient vous poser cette question, vous lui direz « va jouer ». C'est-à-dire, c'est une question à la noix, c'est ce qu'on pourrait appeler une question d'enfant. Sans intérêt. Mais à la fin de sa vie, Einstein va dire à l'un de ses biographes, le premier, « j'ai trouvé la théorie de la relativité, le premier, parce que j'ai résolu des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte. » Et il met ça sur le compte de son retard mental. C'est parce qu'il avait un retard mental, dit-il, qu'il s'est posé à l'âge adulte des questions qu'un enfant de 7 ans considère comme déjà résolues. C'est-à-dire, en gros, à 7 ans, paraît-il, d'après les pédiatres, un enfant sait qu'une longueur, ça se mesure avec un double décimètre, et une durée, ça se mesure avec une horloge. Une fois qu'on a compris ça, basta, quoi, c'est réglé. Et Einstein, non. Et la question qu'il pose est intéressante, parce que comme vous le savez, les vitesses s'ajoutent. Donc si la lumière est capable d'émettre de la lumière, quelle est la vitesse de la lumière émise ? Si les vitesses s'ajoutent, on ajoute la vitesse de la source à la vitesse de la lumière, ça fait 2 fois la vitesse de la lumière. Ah oui, mais si la lumière émise émet de la lumière, quelle est la vitesse de la lumière émise par la lumière émise ? 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5, puis 6. Donc Einstein, du haut de ses 15 ans, il a compris
que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Puisqu'on fabrique ainsi un escalier cinématique qui permet de passer de la vitesse de la lumière à tous ses multiples entiers. Donc on va vers l'infini. Okay. Bon, il va être admis à ce lycée d'Arao. Il va, à la fin de l'année scolaire, passer le concours de l'école polytechnique de Zurich. En fait, il avait déjà passé en candidat libre. Et les professeurs, enfin les examinateurs avaient remarqué qu'il était très fort. Mais alors, géographie, histoire, langues étrangères, etc., culture générale. Et c'est eux d'ailleurs qui lui ont recommandé d'aller à Arao pour perfectionner les disciplines dans lesquelles il était mauvais. Donc il est reçu. Et pendant cette année scolaire, il va faire une expérience de pensée. Comme on dit, alors une expérience de pensée, c'est pas une expérience où je me mets à réfléchir. Hein. C'est une expérience dans laquelle je postule qu'une certaine loi physique est vraie. J'imagine une certaine situation que je peux penser, mais que je ne peux pas réaliser. Et j'essaie de voir ce qu'implique la théorie physique que je crois vraie dans la situation que j'ai imaginée. Et là, il fait une expérience de pensée qui est, elle, beaucoup plus connue que celle que je viens d'évoquer, dans laquelle il va mettre en scène son propre corps, ce qui sera la marque de fabrique d'Einstein. C'est pas Einstein qui invente les expériences de pensée, c'est plutôt Galilée. Mais Galilée, quand il imagine une expérience de pensée, ne met jamais en scène son corps. C'est toujours, il imagine des choses, mais il n'est pas présent dans les choses qu'il imagine. Einstein, lui, il met en scène son corps. Et il essaie d'imaginer ce que ressentirait son corps dans telle ou telle situation. D'un point de vue musculaire, qu'est-ce que mon corps ressentirait dans telle ou telle situation? Et la question qu'il pose, qui est devenue célèbre, puisqu'elle est même écrite sur les murs de la gare de Arao, c'est qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Votre enfant vient vous poser une question le soir, et il a 16 ans, et il dit, bah voilà, si je suis comme la lumière est ondulatoire, en tout cas c'est le discours de l'époque, ça veut dire que si je suis à cheval sur un rayon lumineux, je suis à cheval sur une onde électromagnétique. Donc je suis emporté par cette onde comme un surfeur est emporté par une vague. Quand je suis en train de faire du surf sur une vague, la vague qui est devant moi est immobile par rapport à moi, la vague qui est derrière moi est immobile par rapport à moi. Donc quand je suis en train de faire du surf, le système des vagues que je perçois est stationnaire. Okay ? Donc si je suis à cheval sur une onde électromagnétique, je vais voir une onde électromagnétique stationnaire. Sauf que Einstein sait très bien, parce qu'il a lu Maxwell, il sait très bien qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Donc, dilemme, ou bien l'expérience de pensée que j'ai imaginée correspond à une situation impossible, ou bien les équations de Maxwell qui disent que c'est impossible sont fausses. C'est clair et net. D'accord ? Il va continuer à réfléchir. Je vous passe les détails, l'histoire de l'éther luminifère, etc. Et en 1905, alors qu'il est employé de 3e classe au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, il y est depuis 1902, parce qu'en sortant de l'école polytechnique de Zurich, il n'a pas pu avoir de lettre de recommandation de la part de ses professeurs, parce qu'il avait des bonnes notes, mais il a une attitude, il pose les problèmes à sa façon, en TP, il est très bon en TP. Hein. Il n'était pas un théoricien. D'ailleurs, il a déposé des dizaines de brevets, Einstein. Hein. C'est pas du tout le théoricien planant qu'on imagine. Il a même un brevet de frigidaire. Hein. Et d'appareil auditif. Hein. Donc, voilà, il s'intéresse à tout ça. Et il est rentré là parce qu'il est père de famille, son père est mort, qu'il aidait financièrement, donc bref. Mais il n'a pas de poste à l'université, parce que l'absence de lettre de recommandation empêchait qu'il en ait. Bon, 1905, c'est l'année miraculeuse, je pense que vous connaissez. Il publie 5 articles incroyables, dont un article qui va
être l'article sur la relativité. Et Einstein, en fait, dans cet article, répond aux deux questions d'adolescents que j'ai rappelées tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passerait si la lumière émettait de la lumière? Quelle serait la vitesse de la lumière émise? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière bat toujours à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? C'est même pas la peine de poser la question, parce que la vitesse de la lumière, ou plutôt la lumière, va toujours à la vitesse de la lumière. Donc la lumière est toujours en mouvement, on peut pas être à cheval sur la lumière. Même si on va à une vitesse proche de la lumière, proche de celle de la lumière, par rapport à nous, la vitesse de la lumière est la vitesse de la lumière. D'accord? Et ça va, c'est ce qu'on appelle le principe d'invariance, qu'il va associer au principe de relativité qu'il n'a pas inventé. C'est Galilée qui a inventé la relativité, avec une phrase magique qui est « le mouvement est comme rien ». C'est ça que dit Galilée, tout simplement. Le mouvement est comme rien, et l'immobilité est un mouvement partagé. Phrase géniale. Le mouvement est comme rien, c'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, s'il est galiléen, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Et puis l'immobilité est un mouvement partagé, parce que là, nous sommes immobiles les uns par rapport aux autres, mais je ne vous dis pas la vitesse qu'on a ensemble par rapport au Soleil. D'accord ? Ok ? Donc voilà, c'est ça le principe de relativité. Et Einstein va simplement cumuler ce principe à l'idée que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Ce qui va évidemment changer la relation entre l'espace et le temps. Et c'est ça qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, qui est mal nommée, parce qu'en fait, c'est une théorie universelle de l'espace-temps. Aujourd'hui, toutes les interactions fondamentales, nucléaires, il y en a deux, la faible et la forte, électromagnétique, gravitationnelle, sont décrites dans un espace-temps issu des réflexions d'Einstein. Donc cette relativité, elle n'est pas restreinte. On l'appelle restreinte parce qu'elle ne contient pas la gravitation. Et en fait, la théorie qui contient la gravitation, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, elle n'a rien de général, puisque c'est une théorie spécifique de la gravitation. Le mot général, il est source, moi je le vois avec mes étudiants, il est source de confusion. Ce que voulait dire général dans cette expression relativité générale, c'est que Einstein a voulu étendre le principe de relativité au référentiel accéléré, et pas simplement galiléen. C'est en cela qu'il a généralisé la théorie. Il l'a étendue au référentiel accéléré. Il a généralisé la relativité restreinte au référentiel accéléré, et ça lui a donné l'occasion de produire une nouvelle théorie de la gravitation. Et c'est ça que je voudrais vous... C'est quoi l'heure de fin déjà, j'ai oublié? Midi et quart, et puis on va essayer de garder un peu plus d'une demi-heure pour les questions et la discussion. Donc je vais essayer de vous raconter comment il est arrivé à cette histoire. Donc en 1907, un jour de novembre, il est toujours au bureau des brevets. Moi je dis ça à mes étudiants qui n'arrivent pas à trouver de postdoc. Einstein, en 1905, fait 5 articles sur 5 sujets différents. Chaque article révolutionne une question physique dans un champ particulier. Et il n'a toujours pas de poste à l'université. Mais il est passé expert de seconde classe, alors qu'il était expert de troisième classe, non pas parce qu'il a fait ses articles, mais parce que son patron, M. Hoffner, considère qu'il travaille bien. Je dis ça parce que, en fait, Einstein le dit lui-même, dans ses notices autobiographiques, il n'aurait pas eu les idées que je viens d'évoquer s'il n'avait pas été au bureau des brevets. Puisqu'il dit lui-même, s'il avait été à l'université, il aurait été obligé de publier, etc. Et c'est précisément parce qu'il regardait les brevets déposés par les ingénieurs allemands et suisses dans le but de synchroniser les horloges à distance qu'il a vu qu'il y avait un problème avec l'interprétation de l'époque de l'électromagnétisme. Il y a un phénomène physique qui avait 2 explications différentes, ça lui semblait incohérent, et c'est ça qui lui a donné l'audace d'abandonner l'idée de l'éther luminifère, etc. Et d'ailleurs,
l'article de juin 1905, celui qui contient la relativité, il est rédigé comme un brevet. À la différence des autres, Einstein parle à la première personne, comme on le faisait dans les brevets à l'époque. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de note en bas de page. C'est vraiment un brevet, et la question c'est comment je fais pour synchroniser les horloges à distance, sachant que ce problème avait été considéré en Allemagne comme le problème technique numéro 1. Il y a même des interventions au Parlement de Prusse. La priorité technique, donc tous les ingénieurs doivent s'y mettre, c'est synchroniser les horloges à distance. L'Allemagne s'est réunifiée. On veut que toutes les mairies, les églises, tous les édifices publics montrent la même heure au même moment dans toute l'Allemagne. Comment on fait? Puis il y avait aussi des considérations militaires. Il fallait unifier l'heure. Je vous rappelle qu'à l'époque, à Genève, par exemple, il y avait 3 horloges sur la mairie. Il y avait l'horloge de Paris, qui est amenée par le train. Il y avait l'horloge de Genève, et l'heure de Genève et l'heure de Berne, la capitale. Ils ont vite compris qu'on ne pouvait pas utiliser des méthodes mécaniques. Il fallait en passer par des méthodes électromagnétiques, d'où la nature des brevets qu'Einstein examinait plus que ses collègues. Il en avait 22. C'est lui qui les examinait parce qu'il était le seul à avoir lu Maxwell et Hertz, qui n'avait pas appris à l'école. Hein. Je dis ça pour que vous lisiez des choses qui ne sont pas dites en amphi. Bon, bref. Donc, en fait, la relativité restreinte est née d'un brevet écrit par un mec génial. C'est ça la conclusion que je voulais évoquer. Einstein était ingénieur, il n'avait pas de thèse, et il a fait ça. Et en 1907, donc, il revient de déjeuner, un jour de novembre, et comme tous les jours, il s'assied sur son... Vous savez, il avait un tabouret, volontairement, et non pas une chaise, pas de dossier, parce qu'en rentrant de déjeuner, il faisait des siestes semi-éveillées. Donc il fermait les yeux, et il voulait que si une idée surgit, il ait suffisamment d'attention pour la saisir. Et donc, quand vous êtes sur un tabouret, vous commencez à vous endormir, il y a des réflexes du corps qui font que vous êtes réveillé, si vous vous endormez trop. Et donc, c'est ce qu'il appelait une sieste semi-éveillée. Et il racontera un peu plus tard, en 1933, qu'il a eu ce jour-là ce qu'il a appelé l'idée la plus heureuse de sa vie. Et c'est une idée triviale. C'est-à-dire, c'est une idée que n'importe qui aurait pu avoir, à commencer par Galilée et Newton, mais que personne n'avait formulée en ces termes. Pourquoi? Parce que personne n'avait jamais mis son corps dans une expérience de pensée. Et Einstein raconte, c'est un texte très court, hein, j'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son poids. Voilà, c'est tout. Et il raconte que cette idée lui a fait une très forte impression, et très pudiquement, il ajoute « Cette idée m'a mené 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. » Vous êtes d'accord qu'en découvrant cela, Einstein n'a rien inventé. Il n'a fait que prendre acte d'une loi physique déjà connue, formulée par Galilée, à savoir que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. À ce propos, petite parenthèse si vous permettez, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi vous, je le sais, qui vont faire du big data, de l'intelligence artificielle. Je sais que la mode est partout. Okay, il y a même une querelle des anciens et des modernes à Centrale. J'imagine que c'est la même chose ici. Il y a ceux qui disent qu'on doit apprendre aux étudiants les théories physiques, parce que les théories physiques en disent plus sur la nature que les données. Et d'autres qui disent non, non, au contraire, si on fait bien parler les données, elles révèlent plus de choses que les théories physiques. Et comme on n'a pas le temps de tout enseigner, il faut choisir. Bon, moi, je fais partie des vieux. Mais j'ai un argument. L'argument, c'est que Galilée a compris que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide sans avoir jamais fait le vide.
Et je vous rappelle qu'à l'époque, personne quasiment ne croyait au vide. On nous dit, en tout cas moi on me disait ça quand j'étais étudiant, il faut d'abord observer pour comprendre. C'est pas vrai. Parce que si j'observe des corps qui tombent, je vois bien que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. Et si je fais cette observation, comme Aristote l'a fait, sans expérimenter, il regarde, Aristote dit, les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds. Cette loi a été enseignée pendant des siècles. Hein. Et personne n'a dit, est-ce qu'elle est vraie? Non. Aristote l'a dit, c'est bon. Et c'est une loi déjà absurde. Est-ce que vous avez déjà vu un corps prenez une pierre qui fait 10 kilos, une autre pierre qui fait 1 kilo. Est-ce que vous avez déjà vu une pierre de 10 kilos tomber 10 fois plus vite qu'une pierre d'1 kilo? 10 fois plus vite. Puis d'abord, qu'est-ce que c'est que la vitesse? Du temps de Galilée, on ne connaît pas le calcul différentiel. Hein. Donc la notion de vitesse instantanée n'existe pas. Donc l'observation montre que la vitesse de chute dépend de la masse. Il n'y a aucune situation où ce soit vu différemment. Et donc Galilée n'a pas fait d'observation. Puisqu'il a l'histoire de la tour de Pise, c'est une légende. D'ailleurs, elle a été retirée du bulletin de l'Office du tourisme de Pise. On voit Galilée qui laisse tomber ces trucs-là. Il n'a jamais fait ça. Galilée notait tout. Hein. Dans ses textes, on n'a jamais vu cette expérience. Il savait très bien que s'il voulait convaincre les aristotéliciens que la loi d'Aristote était fausse, il ne devait surtout pas faire l'expérience de la tour de Pise, qui montre que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Non, il a fait une expérience de pensée. Il a montré que la loi d'Aristote, si on suppose qu'elle est vraie, devient absurde. Donc, elle ne peut pas être vraie. Et donc, l'expérience de pensée, vous la connaissez, je pense. Je prends une bouteille d'eau, je prends un verre. La bouteille d'eau est plus massive que le verre. Je postule qu'Aristote a raison. Donc, si je les laisse tomber ensemble dans l'air, c'est la bouteille d'eau qui va toucher le sol en premier. C'est ce que dit Aristote. Maintenant, et c'est là que commence l'expérience de pensée, je relie le verre à la bouteille par une ficelle. Je laisse tomber le système. Que dit Aristote? Aristote dit l'ensemble formé par les deux objets est plus lourd que la bouteille. Donc il tombe plus vite que la bouteille. Mais Aristote dit aussi le verre qui est moins lourd tombe moins vite et tend la corde. Donc il fait parachute. Et en faisant parachute, il ralentit la chute de la bouteille. Donc la loi d'Aristote dit, dans ce cas-là, que l'ensemble tombe plus vite et qu'il tombe moins vite. Paradoxe. Comment est-ce qu'on résout le paradoxe? En disant que le verre tombe exactement à la même vitesse que la bouteille, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et ça, c'est la première loi de la physique. La première loi de la physique moderne, c'est-à-dire c'est une loi qui contredit l'observation. Il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré, qui dira au XXe siècle, le pari de la physique moderne, depuis Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire on peut expliquer ce qu'on voit par des lois qui contredisent ce qu'on voit, tout en l'expliquant. Et l'explication, c'est, il y a la gravitation qui fait tomber tous les corps à la même vitesse, puis il y a d'autres forces qui sont liées à la présence de l'air, la résistance, le poussée d'Archimède, qui créent la différence de vitesse que nous observons, qu'on ne doit pas mettre sur le compte de la gravité, mais qu'on doit mettre seulement sur le compte de ces forces. Okay ? Et pourquoi je parle de ça? Parce que, par exemple, si vous donnez à un algorithme des données qui correspondent aux mesures de vitesse, de position, d'accélération, de toutes sortes de corps que vous laissez tomber dans l'atmosphère, avec des formes différentes, etc. L'algorithme va vous trouver une loi de la chute des corps très compliquée, montrant comment la forme peut avoir une incidence sur la trajectoire, comment le vent, etc., peut ralentir la chute des objets ou l'accélérer, etc. Il va vous faire une loi, il va vous trouver une loi de la chute des corps beaucoup plus complète et riche que la loi de Galilée.
Simplement, votre algorithme ne sera pas capable de conclure dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse. D'accord? Et donc, une loi découverte par Galilée, sans données, il n'y avait pas de données. Une loi découverte sans données, on apprend plus, du point de vue fondamental, qu'une loi découverte par des algorithmes. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, parce que si vous prenez la physique moderne, contemporaine, vous avez remarqué que depuis 100 ans, il n'y a pas eu de révolution. Zéro révolution physique. On travaille toujours avec la relativité générale, 1915, et la physique quantique. Bon, la date de naissance de la physique quantique, on va dire que c'est 1927, donc c'est pas tout à fait 100 ans, mais presque. Voilà, en physique des particules, on est là-dedans. Il n'y a pas de nouvelle théorie fondamentale qui ait remplacé la physique quantique et la relativité générale. Or, qu'est-ce que Einstein savait en 1915 sur l'univers, en termes de données? Mais que dalle! Que dalle! Il ne savait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. Il ne savait évidemment pas que l'univers était en expansion. Il ne savait pas d'où viennent que les étoiles brillent. On n'avait pas découvert les forces nucléaires. On n'avait aucune idée de la façon dont les étoiles émettent de la lumière. En guise d'objets célestes, on connaissait les planètes, les étoiles mystérieuses, peut-être les comètes, météorites, c'est tout. Pas les trous noirs, pas les pulsars, pas les étoiles à neutrons, etc. Un siècle plus tard, on a les ondes gravitationnelles et tout le reste, et on a toujours les équations d'Einstein. D'accord? Pas de révolution. Des milliards de découvertes, pas de révolution. Maintenant, imaginez que vous donnez un algorithme, toutes les données qu'on a recueillies au XXe siècle, par des télescopes, par des satellites, par des collisionneurs de particules, etc., vous donnez à manger à votre algorithme toutes les données recueillies, sans les équations d'Einstein. Est-ce que vous pensez sérieusement que votre algorithme va retrouver les équations d'Einstein? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un algorithme peut fabriquer des concepts? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un algorithme peut faire des expériences de pensée par rapport à ce qu'il sait déjà? Pour le dire plus rapidement, est-ce que vous pensez sérieusement qu'un algorithme peut réfléchir? Je ferme là-dessus pour que vous écoutiez et appreniez les théories physiques. Bon. Alors, pour finir rapidement la relativité, donc Einstein comprend que quand on est en chute libre, si par exemple j'ai cette bouteille, je la lâche alors que je suis en train de tomber, par rapport à moi, elle sera en impesanteur. Autrement dit, la chute des corps met la gravitation hors du spectacle. D'ailleurs, c'est l'anagramme. La chute des corps a pour anagramme hors du spectacle. C'est-à-dire, quand vous tombez, c'est à cause de votre poids. Le poids est la cause de votre chute. Mais le fait de subir la gravitation produit un effet qui annule la cause. Quand vous subissez la gravitation, votre poids, vous ne le sentez plus. Puisque la gravitation a disparu. Dans votre voisinage, il n'y a plus de gravité. Alors même que vous êtes en train de la subir. Donc Einstein, ça l'a ébranlé parce qu'il s'est dit, c'est bizarre. C'est très bizarre. L'effet annule la cause, c'est quoi ce bazar? Et vous voyez qu'Einstein, Newton aurait pu dire la même chose. Il n'a pas trouvé une nouvelle loi. Il a fait parler avec son corps la loi en question. À la toute fin de sa vie, il a dit que sa pensée était de nature musculaire. Il a eu cette idée non pas en voyant de façon verbale, c'est une sorte d'image. Et il raconte qu'il a eu beaucoup de mal à la traduire en mots. Il avait une espèce d'impression et il fallait ensuite la décliner sous forme verbale. Et ça lui a pris beaucoup de temps. Alors bon, en 1907, il va donc énoncer ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'équivalence. Principe d'équivalence, c'est-à-dire, si je suis dans une cabine d'ascenseur, posée sur le sol terrestre, dans un champ de gravitation terrestre, j'imagine qu'il n'y a pas de hublot qui me permette de voir l'extérieur.
Et je mets dedans un physicien avec des balles, il joue avec, les balles vont tomber sur le sol, sur le plancher de la cabine, etc. Et puis ça, c'est la première situation qu'il imagine. Deuxième situation, je me mets là où il n'y a pas de gravitation, loin de toute étoile, de toute galaxie, donc je suis dans un endroit de l'espace où il y a zéro gravité, pas de champ gravitationnel. Okay. Simplement, cette cabine, je vais l'équiper d'un petit réacteur qui va l'accélérer dans une certaine direction avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Dedans, je mets un physicien, je lui donne des balles, il joue avec et elle tombe sur ce qu'il va appeler le plancher. Mais il n'y a plus de plancher parce qu'il n'y a plus d'orientation spéciale de l'espace, il est isotrope, mais le physicien va appeler plancher l'endroit où les balles finissent par tomber. Okay. Ce que dit le principe d'équivalence, c'est qu'il n'existe aucune expérience que pourrait faire le physicien qui est dans la cabine, qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation ou s'il est dans la seconde situation. Ça veut dire que la gravité peut être mimée par une accélération. Et elle peut aussi être annulée par une accélération. Dans le cas de la chute des corps, la gravité est annulée par l'accélération qu'elle engendre. Mais de la même façon, une accélération, en l'occurrence celle produite par le réacteur dans la deuxième situation, peut donner l'impression qu'on est dans un champ gravitationnel. Donc il y a une équivalence, c'est pour ça que ça s'appelle principe d'équivalence, entre l'accélération et la gravitation. En 1900, je crois que c'est 1909, mais je ne suis pas très sûr de moi, ou 10, Einstein enfin a son premier poste universitaire à Prague. C'est un truc qu'il faut avoir en tête. La première fois qu'Einstein a rencontré un physicien théoricien, c'est en 1909 à Salzbourg. Donc il avait 30 ans. Jusqu'alors, il n'avait jamais rencontré de physicien théoricien, il était au bureau des brevets. Il n'avait lu que des ouvrages ou des articles. Donc il est nommé à Prague, à l'Institut de physique, donc il y avait bien le mot physique. L'Institut de physique allemand à Prague, parce qu'à l'époque, à Prague, il y avait les Tchèques, les Allemands, c'était assez compliqué, il y avait des quartiers différents pour les différentes nationalités. Bon, il va rester là pendant 16 mois, et il habite dans un immeuble qu'on peut toujours, qui est toujours très moderne à l'époque, qui était un des premiers immeubles complètement électrifiés, pour ce qui est de l'éclairage, mais aussi pour l'ascenseur. Donc là, il a fait une expérience de pensée aussi intéressante, qui va le conduire d'ailleurs à démissionner de son poste pour retourner à Zurich. Pourquoi ? Parce qu'à Zurich, il sait qu'habite là un de ses copains de promotion, qui s'appelait Marcel Grossmann, qui, à la différence d'Einstein, ne séchait pas les cours de maths au Polytechnicum de Zurich. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous séchez les cours de maths, vous allez avoir des idées géniales. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Et en fait, il imagine qu'il est dans la deuxième situation, dans un ascenseur qui est accéléré vers le haut, avec une accélération égale à celle de la pesanteur. Et il imagine qu'il est dans la cabine et qu'il y a un rayon de lumière qui entre par le côté gauche, pour moi. D'accord ? Comme la vitesse de la lumière n'est pas infinie, le rayon de lumière va mettre un certain temps à traverser la cabine. Pendant ce temps, la cabine qui est accélérée va s'élever un peu. Enfin, s'élever, elle va aller dans la direction de son accélération. Et le point d'impact du rayon lumineux va donc être, non pas en vis-à-vis direct du point d'entrée, mais un peu plus bas. Ok ? Rien de mystérieux, c'est-à-dire que moi qui suis dans la cabine, dit Einstein, je vois le rayon lumineux courbé. Alors courbé par quoi ? C'est évident, par l'accélération. Donc c'est l'accélération imposée à la cabine qui courbe la trajectoire, pour moi, du rayon lumineux. C'est un effet dynamique. On est bien d'accord que la lumière va en ligne droite. Hein. Mais j'ai l'impression qu'elle est courbée par l'accélération. Okay. Donc là, il n'a rien inventé, c'est connu. Mais là où il est génial, il dit, mais principe d'équivalence. Principe d'équivalence.
Tout ce que je vois là, c'est ce que je verrais si j'étais dans la première situation. Donc la cabine est posée immobile dans le champ de gravité terrestre. Et je vais voir la même chose. Je vais voir la lumière courbée. Par quoi? Pas par l'accélération, il n'y en a plus. Par quoi? Par la gravité. Par le champ gravitationnel engendré par la masse de la Terre. La lumière n'a pas de masse, mais elle est courbée par la gravitation. D'accord? Et donc il va se demander comment est-ce qu'on peut vérifier ça. Évidemment, l'idée qu'il a, c'est une éclipse totale du Soleil. Quand il y a une éclipse totale du Soleil, il y a la Lune qui vient s'intercaler entre la Terre et le Soleil. Donc le Soleil ne nous aveugle plus et on peut voir les étoiles fixes qui sont derrière. Donc l'idée d'Einstein, c'est de dire, quand le Soleil est sur la trajectoire, en fait, on ne peut pas voir les étoiles fixes parce qu'on est aveuglé par le Soleil. Mais quand il y a une éclipse, on n'est plus aveuglé. Et on va regarder quelle est la position des étoiles fixes pendant l'éclipse et la comparer à la position des étoiles fixes quand il n'y a pas d'éclipse et que le Soleil est ailleurs. Et s'il y a une déviation, c'est que la lumière a été courbée par le Soleil. Il calcule le truc, mais à l'époque, il n'a pas les bonnes équations. Son calcul est faux d'un facteur 2. Et heureusement, il y a un astronome qui s'appelle Freundlich qui lit le papier d'Einstein qui dit, bon, il y a une éclipse du Soleil qui est prévue en Crimée en août 14, j'y vais. Il s'appelle Freundlich, il monte une équipe, ils vont en Crimée pour observer l'éclipse. Août 1914, pour aller en Crimée, c'est pas un très bon choix. Donc ils sont arrêtés, enfermés, en prison. L'observation n'est pas faite. Et ils finissent par être libérés grâce à un échange de prisonniers. Mais heureusement que l'expérience n'est pas faite. L'expérience sera faite, comme vous le savez, en 1919 par Eddington, dans l'hémisphère sud, et il va mesurer que la déviation est exactement celle prédite par Einstein. Mais on n'en est pas là. Einstein comprend assez rapidement, grâce à des discussions qu'il a avec un mathématicien tchèque, il comprend qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir tirer toutes les conséquences du principe d'équivalence dans une géométrie euclidienne. Donc il faudra une géométrie qu'on appelle non euclidienne. Et il sait que Marcel Grossmann, son ami, assistait au cours de géométrie non euclidienne au Polytechnium de Zurich. Donc il rentre à Zurich. Et avec Grossmann, il publie un article en 1913 qui s'appelle Esquisse de relativité générale. Il y a deux parties, une partie mathématique écrite par Grossmann, une partie physique écrite par Einstein. On est en 1913. Hein. Et Einstein, il se dit, il n'y a qu'une seule façon de prouver que ma théorie est juste, puisque l'éclipse ne pourra pas, c'est le périhélie de Mercure. Périhélie de Mercure. On savait à l'époque qu'il y avait un problème avec le périhélie, comme il y avait eu un problème avec Uranus. C'est au début du XIXe siècle. Oui, c'est un truc que je voulais vous dire. Moi, quand j'étais à votre place, on me disait, quand une expérience donne un résultat qui contredit la théorie, c'est que la théorie est fausse. Absurde. Prenez Uranus, 19e siècle. On regarde la trajectoire, belle ellipse autour du Soleil, mais il y a un petit écart par rapport au calcul newtonien. À part un astronome anglais, tous les autres disent Newton c'est Dieu, la théorie de Newton c'est la vérité absolue, donc il doit exister une planète qu'on n'a pas encore identifiée, dont l'effet gravitationnel sur Uranus explique le désaccord entre la théorie et l'expérience, enfin l'observation. C'est comme ça qu'on a découvert Neptune. Vous voyez, quand il y avait la contradiction, on n'a pas dit la théorie est fausse. En fait, quand il y a une contradiction, il y a deux solutions. Soit il faut changer la théorie, soit il faut dire qu'il y a dans l'univers quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui, s'il existe, rétablit l'accord. C'est comme ça qu'on a trouvé le boson de Higgs. On a dit, si le boson de Higgs n'existe pas, la physique des particules a une théorie qui est fausse. Comme on croit qu'elle est juste, il doit exister. Et on l'a détecté. C'est un pied total, hein. Ça veut dire que les données, ça va bien, quoi. Les données ne sont pas prédictives. Sauf
si elles prédisent des régularités déjà observées. Autrement dit, les données ne prédisent le futur que si le futur ressemble au passé. C'est pour ça qu'il faut apprendre les théories physiques. Bon, et Einstein connaît... Alors, après, il y a eu Mercure. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Petit désaccord minime, 43 secondes d'arc par siècle. Le périhélie se décale de 43 secondes d'arc par siècle. Vous vous rendez compte? C'est rien. 43 secondes d'arc, c'est l'épaisseur d'un cheveu vu depuis une distance d'1 mètre. Donc les gars disent c'est zéro. Puis au bout d'un certain temps, on dit non, c'est pas zéro, c'est exactement égal à 43 secondes d'arc par siècle. C'est pas zéro. Et là, ils ressortent le même truc. Arago, Le Verrier, les mêmes. Hein. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils baptisent la planète à découvrir avant qu'on la découvre. Ils l'appellent Vulcain. Vulcain, ils cherchent rien. Donc il y a plein de théories qui sortent. Nuages, planètes avortées, etc. pour expliquer la présence de quelque chose qui a un effet gravitationnel sur Mercure sans pouvoir être observé. Et puis Einstein lui dit, alors qu'il a 18 ans, hein, c'est avant tout ce que je vous raconte, il dit, cette histoire du périhélie Mercure, là, c'est tout simplement la preuve que les équations de Newton sont fausses. Voilà. Donc, avec Bessot, Michele Bessot, son grand ami, ils vont faire le calcul du périhélie Mercure avec la théorie publiée en 1913, l'esquisse de relativité générale. Je le dis parce que c'est important, vous allez entendre parler dans les jours qui viennent. On a retrouvé le manuscrit. C'est des brouillons de calcul que le petit-fils de Bessot a retrouvé dans la malle de son grand-père. Et on voit qu'en 1913, ils ont essayé de calculer avec la théorie qui se révélera fausse le périhélie Mercure. Ils trouvent un résultat très mauvais, mais on a tous les brouillons. Et c'est assez intéressant de voir comment Einstein calculait, justement. Parce que là, c'est plus un article publié, c'est vraiment un brouillon de calcul. Et en fait, en 1915, il va corriger l'équation en tenant compte de remarques que lui avait faites Grossman. Il va publier sa théorie en novembre 1915 et en janvier, il va calculer le périhélie Mercure et il va trouver 43 secondes d'arc par siècle. Et cette théorie, qui est la conséquence de l'idée toute bête du départ, un corps, une personne qui tombe ne sent pas son poids. J'ai pu le vérifier, j'ai fait un vol 0G la semaine dernière dans un Airbus A310. N'oubliez pas, si vous le faites, de prendre de la scopolamine. 40 paraboles comme ça. Bon. Mais en effet, en apesanteur, on ne sent pas son poids. Bon, la question qui m'intéressait, c'est quand on ne sent pas son poids, est-ce qu'on sent son corps? Enfin, quel rôle joue la gravitation dans la perception qu'on a de notre corps? Et ça serait long à discuter, mais c'est plutôt dans les phases d'hypergravité, quand on monte à 45 degrés, là, qu'on sent qu'on a un corps, et que des vieilles blessures qui sont indolores en temps normal deviennent douloureuses. En fait, on sent d'autant plus son corps que l'accélération est élevée. Bon. Et cette théorie d'Einstein, nouvelle théorie de la gravitation, je m'arrête là, elle dit exactement le contraire de ce qu'on croit évident. On apprend à l'école que la gravité est une force qui s'exerce au travers de l'espace entre des corps massifs, de façon instantanée. Et Einstein lui dit non, la gravité n'est pas une force. Autrement dit, un corps qui est soumis à la gravitation a un mouvement inertiel. Il va en ligne droite à vitesse constante. C'est-à-dire que la Terre qui est soumise à la gravitation du Soleil a un mouvement inertiel. La Terre va en ligne droite. Alors les gens lui disent, mais non, c'est n'importe quoi, la Terre, c'est une ellipse. On le sait depuis Kepler. Et Einstein dit, non, elle va en ligne droite, mais quand on va en ligne droite dans un espace-temps courbé, ça tourne. D'accord ? C'est ça la relativité générale. D'accord ? C'est une lecture complètement inversée. Et qui devrait vous satisfaire. On a tous appris à l'école le principe d'inertie. Le principe d'inertie, un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. Galilée. Okay ? Mais quand vous avez compris qu'il y a de la gravitation partout, parce qu'il y a de la masse partout, où que vous soyez dans l'univers, il y a de la gravitation. Donc un principe de physique qui commence par un corps qui n'est soumis à aucune force, ça va pas bien là. Ça n'existe pas.
tous les corps sont soumis à au moins une force qui est la gravitation. Donc Einstein dit, ce principe-là, soit c'est de la métaphysique, c'est-à-dire on accepte de construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe qu'on ne peut voir nulle part et qui n'est actuel nulle part. Soit, et c'est là qu'il est génial évidemment, soit on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et c'est ce qu'il va faire. D'accord ? Le fait de dire la gravitation n'est pas une force, c'est le moyen qu'a trouvé Einstein de sauver le principe d'inertie. D'accord ? Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va passer aux questions. Si vous avez des questions, on va vous donner un micro. Levez la main. Juste une chose, s'il vous plaît, il faudrait obligatoirement parler dans le micro. Est-ce que je peux vous demander un coup de main de bien vouloir monter le micro? Il y a quelqu'un qui a... Vous pouvez déplacer le micro de ce côté-là? Bonjour, on m'entend? C'est bon? Oui. Je reviens sur une image que vous avez donnée tout à l'heure, qui est celle de l'ingénieur qui s'indigne devant une tribune dans un journal ou devant un reportage au journal télé. Et je voulais savoir, puisque vous avez dit que cette indignation doit s'accompagner d'action, qu'est-ce que les ingénieurs d'aujourd'hui ou nous demain, on peut faire pour prendre part au débat public, si ce n'est publier des articles qui auront, pour la très grande majorité, une visibilité très limitée. Et donc, qu'est-ce que les gens peuvent faire dans des domaines très variés pour prendre part au débat public? Moi, j'ai énoncé un problème excitant pour vous. Je ne prétends pas avoir la solution. D'accord ? Ce que je perçois, si vous voulez, c'est que les ingénieurs, ils sont perçus par une partie de l'opinion, une grande partie de l'opinion, comme des gens, comme des savants presque. Pas toujours, mais par exemple, si vous êtes ingénieur, et si en réponse à une question posée par un élève de terminale, vous ne savez pas dire ce que veut dire E égale MC2, votre halo symbolique va tomber. Moi, j'ai des étudiants qui me disent Monsieur Einstein, il me dit Monsieur, virgule, on n'a pas besoin d'apprendre à Einstein, on attend qu'il soit démontré qu'il avait tort. Mais c'est quoi cette paresse intellectuelle? Et alors, pour savoir ce en quoi il avait tort, il faut déjà savoir ce qu'il a fait. Okay. Et donc, moi, je pense que vous êtes perçus, alors sinon comme des savants, du moins comme ce que j'appellerais des intellectuels de l'agir technologique. Pas simplement comme des techniciens de l'agir technologique. Des intellectuels de l'agir technologique. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font, qui ne savent pas ce que va faire ce qu'ils font parce que c'est impossible, mais au moins ils savent ce qu'ils font, et intellectuels, ça veut dire qu'ils sont capables de penser ce qu'ils font. Penser ce qu'ils font, ça veut dire donner un sens à ce qu'ils font, pour eux, et peut-être pour les autres. Et comme la rhétorique du progrès a été abandonnée, il faut occuper ce vide qui est laissé par le retrait du mot progrès. Alors comment faire? Je ne sais pas, mais déjà réfléchir entre vous. À l'Académie des technologies à laquelle j'appartiens, la moyenne d'âge est un peu plus élevée qu'ici, et à l'Académie des technologies, on fait des rapports sur tous les sujets qu'on a évoqués, 5G, nucléaire. On les met sur un site internet, et on considère que le boulot est fait. Ben non, il n'est pas fait. Il y a une part importante du boulot qui est faite là, évidemment. Mais après, il faut expliquer, dans toutes les arènes qu'on peut trouver, ce qu'on pense de ce travail et en quoi il consiste. Voilà. C'est ce que réclament
disons, la modernité, le fait qu'il y a les réseaux sociaux, que chacun peut dire ce qu'il pense de n'importe quoi, qu'il n'y a pas de hiérarchie de l'information. Et dans cette confusion, la tentation, je la comprends, hein, c'est celle du retrait. Voilà, je suis en retrait. C'est foutraque, c'est n'importe quoi, c'est bullshit. Donc je reste dans mon coin. Mais je pense que cette attitude, même si on peut la défendre intellectuellement, n'est pas défendable en pratique. C'est-à-dire ce retrait se retourner contre vous un jour ou l'autre, dès lors qu'il y aura des débats publics, où des gens beaucoup mieux formés que vous à la rhétorique viendront dire des arguments plutôt sophistiques. Platon disait ça, hein, quand vous discutez avec un sophiste, au mieux vous faites match nul. D'accord ? Donc ça s'apprend. Alors à l'Académie des technologies, on a inventé ce qu'on appelle des jeux de rôle. Enfin, c'est pas une invention géniale, hein. Mais on demande aux gens, aux académiciens, de jouer un rôle. Toi, tu joues le rôle d'un opposant au nucléaire. Toi, tu es un membre de Greenpeace, etc. Donc chacun apprend à découvrir les arguments des uns et des autres pour les insérer dans ses propres réflexions et voir ce que ça donne. Alors, on s'entraîne comme ça. Vous pouvez le faire ici, hein, entre vous. Faites des séances publiques. Hein. Faut qu'il y ait une pression quand même. Hein. C'est pas un truc à faire dans sa chambre à 3 ou 4. Hein. C'est dans l'arène. Hein. Dans l'arène. Donc il y a les sifflets, il y a les houes, il y a la violence. C'est ça la vie. Hein. Mais pas tout de suite. Hein. Vous avez quelques années de maturation devant vous. Bonjour. Du coup, tout à l'heure, vous nous parliez d'une interprétation du mot innovation qui incluait une notion d'interprétation du temps comme un temps destructeur. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'analogie que font certains philosophes entre le temps et l'entropie. L'entropie, si on prend l'analogie comme une mesure du désordre qui ne peut qu'augmenter grâce à la seconde... Enfin, qu'on sait qu'elle ne peut qu'augmenter à cause de la seconde loi de la thermodynamique. Et donc j'aimerais vous demander, je ne sais pas si vous répondez déjà à cette question dans vos livres, mais est-ce que vous croyez en cette analogie entre le temps et l'entropie ? Et si oui, est-ce que c'est le temps, c'est la flèche du temps qui fait que l'entropie ne peut qu'augmenter ou c'est le contraire ? Bon, c'est de la provocation. Mon travail pour mon HDR, c'est justement pour dénoncer cette confusion qui vient, comme vous l'avez dit, des philosophes. D'accord ? C'est la confusion bergsonienne entre le temps et le devenir. Rien à voir. D'accord ? Autrement dit, ce qu'on appelle la flèche du temps, c'est pas du tout une propriété du temps. C'est pas non plus la petite flèche que vous mettez sur l'axe des temps. La petite flèche que vous mettez sur l'axe des temps n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la flèche du temps. Je m'explique. La petite flèche, elle est là pour manifester le fait que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Contrairement à l'espace. Dans l'espace, vous pouvez rester présent à la même position spatiale. Dans le temps, vous êtes obligé de suivre ce qu'on appelle le cours du temps. Et la petite flèche vient manifester le cours du temps qui est toujours irréversible. Ok ? Et vous avez remarqué que... Donc en fait, c'est une flèche qui vient traduire le fait que les voyages dans le temps sont impossibles. Vous ne pouvez pas retourner dans le passé. Et vous ne pouvez pas choisir librement votre position dans le temps. Au passage, vous aurez remarqué que cette représentation habituelle est complètement absurde. Puisque quand vous tracez l'axe des temps par un segment de droite sur lequel vous mettez une flèche, vous représentez en même temps des instants du temps qui ne peuvent pas coexister. Vous faites comme si le temps était comme de l'espace. Alors la différence entre le temps et l'espace, c'est que les points qui constituent par exemple la longueur de cette table coexistent. Ils sont là ensemble et ils font une longueur. Les instants qui constituent une durée, par définition, n'existent pas ensemble. Donc quand Einstein et Bergson se sont rencontrés à Paris, Bergson a dit à Einstein, vous les physiciens, vous représentez le temps spatialement et vous ratez donc le temps, puisque vous n'expliquez pas comment du juxtaposé peut devenir du successif. Ce qui est une question qui reste ouverte, comment expliquer ce qu'on appelle le moteur du temps ?
Qu'est-ce qui fait que ça avance? Qu'est-ce qui vous empêche de rester présent au même instant présent? Bon, il y a des travaux là-dessus, je ne vais pas en parler, mais la question « qu'est-ce que le moteur du temps ?» est une question ouverte. Mais ça n'a rien à voir avec la flèche du temps, rien à voir avec l'entropie, rien à voir avec le devenir. Au passage, vous avez remarqué une chose étonnante. Quand vous écrivez T dans une équation de physique, mécanique, Maxwell, pas la relativité générale, mais on va la laisser de côté. Quand vous écrivez T dans une équation de physique, vous avez remarqué cette chose étrange, c'est que T ne dépend pas du temps. T ne dépend pas du temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. C'est-à-dire tous les instants du temps ont exactement le même statut physique. Ils sont inédits. Chaque fois qu'un instant advient, il est inédit, mais il a le même statut que les instants d'avant ou les instants d'après. En fait, on a compris après que ça voulait dire c'est la loi de conservation de l'énergie qui est la conséquence de cela. L'invariance des lois physiques a pour conséquence la conservation de l'énergie. Et cette invariance des lois physiques, donc les lois physiques ne changent pas. Je ne parle pas des lois de la physique qui, elles, changent. Newton, c'est pas Einstein. Donc les lois de la physique, celles qu'on trouve dans les manuels, elles ont une histoire. Mais les lois physiques, celles de la nature, elles n'ont pas d'histoire. Alors vous allez me dire, c'est baroque parce que l'univers a une histoire et les lois physiques n'en ont pas. C'est quoi ce truc? Et c'est précisément parce qu'on a compris que quand on dit que l'univers a une histoire, ce qu'on veut dire, c'est que les conditions physiques changent. Donc, si aujourd'hui, dans le présent, vous faites une collision de protons, comme au LHC, qui va faire que dans un petit volume d'espace, vous allez créer des conditions physiques, température, densité, qui sont celles de l'univers primordial, comme les lois physiques n'ont pas changé, vous allez voir dans le présent les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé. Donc c'est pas du tout une machine à remonter le temps. C'est une machine qui propose ou offre à l'univers une cure de jouvence. C'est-à-dire en 2021, il va revivre des trucs qu'il n'avait pas connus depuis 13,7 milliards d'années. En l'occurrence, c'est comme ça qu'on a trouvé le boson de Higgs. Les bosons de Higgs, ils ne sont pas en train de flotter dans l'air comme ça. Il n'y en a plus, en fait. La seule chose qui reste, c'est le champ quantique associé qu'on vient réchauffer grâce à l'argent des contribuables. D'accord? Ça ne faut pas trop le dire. Parce que si on dit que le LHC qui a coûté quelques milliards d'euros, c'est une chaufferette pour le vide quantique, ça va pas le faire. Mais voilà. Alors maintenant, pour finir, ce qu'on appelle la flèche du temps, c'est pas du tout l'irréversibilité du temps, parce que le temps, il est toujours irréversible. C'est l'irréversibilité des phénomènes physiques. Quand vous mettez du lait dans le café, ça fait du café au lait. Et s'il y a eu un paradoxe, c'est parce que, comme vous le savez bien, quand on change T en moins T dans les équations de la physique, les équations ne changent pas. Je parle des équations fondamentales. Autrement dit, les équations de la physique vous disent tout système peut retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé parce que la dynamique est réversible. Ben, c'est faux. C'est faux. D'accord? Donc au XIXe siècle, il y a eu une bataille terrible. Les gens disaient la physique est réversible, les phénomènes ne le sont pas, donc la physique est fausse. La vraie science, c'est la thermodynamique. Parce qu'en thermo, les équations sont irréversibles. Prenez l'équation de la chaleur, T devient moins T, l'équation n'est plus la même. Elles sont irréversibles parce que la chaleur va du chaud vers le froid, comme vous savez, et pas dans le sens inverse. Et ce sens unique crée une irréversibilité. Donc il y a plein de gens, je ne vais pas les citer, au XIXe siècle, qui ont dit la physique c'est idéal, c'est bon pour les planètes, mais ça n'explique pas le monde empirique autour de nous. D'accord? Et ces gens disaient on oublie la mécanique, on garde la thermodynamique, qui est la vraie physique. Okay? Et l'argument qui s'utilisait, c'est que la thermodynamique ressemble au phénomène. Puis est arrivé un gars, qui s'appelle Boltzmann, qui a dit non, on peut expliquer l'irréversibilité des phénomènes à partir d'équations réversibles, à condition de faire l'hypothèse que l'atome existe. Solution ontologique comme pour Uranus. Il y a une contradiction. Cette contradiction ne montre pas
que la théorie est fausse. Elle montre qu'il faut ajouter quelque chose dans le monde pour rétablir l'accord. Et cette chose, c'est l'atome. Mais comme les gens ne croyaient pas à l'atome à l'époque, en disant c'est de la métaphysique, on ne l'a jamais vu, etc. La physique va s'occuper des faits, seulement des faits. Il faut observer pour comprendre, on n'a jamais vu d'atome. Donc ils ont commencé à harceler Boltzmann. Donc vous savez qu'il était un peu fragile nerveusement et il s'est suicidé en 1906, qui est l'année où on a découvert l'atome. D'accord ? Donc, le temps n'a rien à voir avec l'entropie. Vous avez trop lu Prigogine. Changez de lecture. Alors, le cours du temps, il a à voir avec la causalité, le principe de causalité. On ne peut pas changer le passé. C'est tout. Et la flèche du temps a à voir avec la dynamique des phénomènes. C'est deux choses différentes. Excusez-moi, mais c'est un sujet qui me fait bouillonner. Bonjour. Du coup, j'ai une question un peu simple, mais pour vous, elle se situe où la frontière entre la physique et la philosophie ? Bah, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Vous voyez bien qu'il y a toute une partie de la philosophie qui n'est nullement impactée par les sciences ou la technique. Je pense à la philosophie politique ou la philosophie morale, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, les innovations créent des questions éthiques qui peuvent renvoyer à des systèmes philosophiques. Mais en gros, la physique et la philosophie sont quand même assez bien séparées. Bon. Mais elles ne le sont pas complètement. Voilà. Moi, mon credo, si vous voulez, mon terrain de recherche, depuis que j'ai compris ça il y a une dizaine d'années, hein, c'est que la physique permet de faire ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire la physique, elle n'a pas vocation à remplacer la philosophie. Il ne s'agit pas de la coloniser. Mais il s'agit simplement de remarquer qu'il y a des découvertes faites par les physiciens qui éclairent, parfois même contraignent, la bonne façon de répondre philosophiquement à des questions philosophiques. Par exemple, si votre question, c'est le temps, alors ce que je vais dire, c'est l'utopie, hein, parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le temps. Alors, vous vous intéressez au temps. Alors, vous voyez que les physiciens ont travaillé sur le temps depuis Galilée, mais les philosophes aussi, depuis bien plus longtemps. Aristote, Saint-Augustin, Kant, etc. Et donc, normalement, dans un monde bien fait, on regarde ce qu'a écrit Heidegger, on regarde ce qu'a écrit Kant, etc., puis on regarde en quoi les découvertes des physiciens viennent changer ou critiquer ce qu'ils ont dit. Donc ça demande un gros boulot de comprendre la physique et de lire les philosophes. En supposant évidemment que quand un physicien parle du temps, il parle de la même chose qu'un philosophe qui parle du temps. Mais s'il ne parle pas de la même chose, alors il faut changer les noms. L'un va parler du temps et l'autre parlera d'autre chose. Mais si ce n'est pas la même chose, il faut nommer ces deux choses différentes par des mots différents. Ce qui n'est pas ce que nous faisons. Et donc, quand vous prenez au sérieux la physique, s'agissant de la question du temps et seulement de cette question, vous apercevez qu'il y a des tas de formes de discours qu'on peut tenir sur le temps. À cause du boson de Higgs, à cause des ondes gravitationnelles, à cause de tout ce qu'on a un peu raconté là. D'accord ? C'est-à-dire, toutes nos façons de dire le temps dans la vie quotidienne sont fausses. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer par un exercice très simple. J'ai parlé de Saint-Augustin, il a écrit un livre au IVe siècle après Jésus-Christ, il s'appelle Les Confessions, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle Le temps. Je ne sais plus si c'est le 9 ou le 11, mais peu importe, vous le lire. Il fait 20 pages, lisez-le, et vous allez être très surpris de constater que vous comprenez tout ce que dit Saint-Augustin. C'est quand même bizarre, non ? Parce qu'entre Saint-Augustin et nous, il s'est passé 16 siècles, pendant lesquels on a eu Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann et quelques autres qui ont complètement changé notre façon de comprendre le temps, sa relation à l'espace, etc. Si on avait pris au sérieux ces révolutions, elles auraient eu un impact sur notre façon de dire le temps. Elles n'en ont eu aucun. Et cette année, à la grecque de philo, pour le concours interne, le sujet c'était le temps. Et il fallait lire, pour les candidats, il y avait une liste
de livres à lire pour préparer le concours, c'était Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson. Einstein, non. Newton, non. Voilà. Donc la séparation est entretenue. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et quand on dit aux inspecteurs d'académie, quand même, ce serait le temps de faire un petit travail critique. Réponse, on n'a pas les gens compétents pour corriger des copies dans lesquelles on parlerait à la fois de Heidegger et de Einstein. Vous voyez que c'est une raison pratique. C'est pas du tout une raison intellectuelle, c'est une raison pratique. On n'a pas les gens. On ne sait pas faire. Les gens qui connaissent Heidegger ne connaissent pas Einstein, et réciproquement. Donc, voilà. On a le temps pour une dernière question. C'est pas le temps, c'est la durée. Sinon, merci. Oui, bonjour. C'est juste pour rebondir sur ce que disait Zoé. Est-ce qu'on pourrait rapprocher cette distinction entre la philosophie et la physique de la distinction qu'on fait depuis la physique moderne entre les sciences et la spiritualité et la religion? Moi, je ne peux pas répondre à ça, parce que spiritualité, ça veut dire exactement quoi? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une capacité d'émerveillement? Est-ce que c'est une sorte de curiosité, d'interrogation, de mystère? Est-ce que... Voilà, pour moi, c'est pas assez précis, si vous voulez. La spiritualité, est-ce que c'est simplement le fait de ressentir un mystère du monde, par exemple? Ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce que ça s'insère dans une réflexion de type religieux? Voilà. D'accord. Moi, si vous voulez, je connais des physiciens qui sont très mystiques. J'en connais qui ne le sont pas du tout. Autrement dit, il n'y a pas de détermination directe, en tout cas, qui fasse passer de la pratique de la physique théorique à tel outil. En fait, moi, je dirais plutôt que les gens se posent des questions métaphysiques, voilà, que forcément spirituelles. La spiritualité, elle est plutôt liée à la vie personnelle, alors que la métaphysique, elle est plutôt liée à une interrogation qu'on plaque sur sa propre discipline. Par exemple, il y a une question métaphysique à laquelle on ne répondra jamais, à mon avis, c'est quel est le statut des lois physiques? Est-ce que les lois physiques sont transcendantes ou est-ce qu'elles sont immanentes? Pour le dire en termes plus basiques, si vous admettez que l'univers a une origine, est-ce qu'il est né, entre guillemets, dans un arsenal législatif qui était déjà fixé? Autrement dit, est-ce que les lois physiques ont préexisté à l'univers ou est-ce qu'elles sont un produit de l'univers? On ne saura jamais. De même qu'on ne saura jamais si l'univers a une origine. Non, on ne saura jamais. Parce que ce qu'on appelle le Big Bang, ce n'est pas du tout l'origine. D'accord? Dire que l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par du néant. Il n'y a rien, puis il y a quelque chose. Voilà. Si vous dites à l'origine il y a ceci ou cela, c'est pour ça que tous les discours sur l'origine, c'est un peu de la flûte. Parce qu'à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous la contredisez. Faisons l'exercice. Moi, je pense que l'origine de l'univers, c'est un trou noir, ou bien le vide quantique, ou bien une brane, ou bien un océan primordial, ou bien un œuf primitif, ou bien ce que vous voulez. Choisissez. Okay? Là, vous voyez qu'il y a une question immédiate qui arrive, c'est est-ce que cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là? Mais si elle a toujours été là, ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là. Elle est, disons, elle-même la suite d'une généalogie qui a commencé avant elle. Et dans ce cas-là, c'est pas l'origine. Donc à chaque fois que vous désignez l'origine, vous dites qu'il n'y a pas d'origine. Donc il vaut mieux la fermer. Voilà, un grand merci Étienne Klein pour cette conférence.